je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Oui. Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo. Pendant que les RHDP écrivent ces lois comme on remplit un chèque en blanc, les Ivoiriens, eux, écrivent leur colère dans les marges. On leur parle de stabilité, mais c'est une stabilité qui ressemble à un cercueil, ça ne bouge pas, mais tout le monde est enfermé dedans. Le mouvement trop c'est trop a réveillé les mémoires. Souviens-toi de 2010 quand on criait à la vérité des urnes. Souviens-toi de 2020 quand on criait pas de troisième mandat. Et voilà que maintenant en 2025 on crie encore. C'était Alassane Ouattara qui avait dit que si jamais Henri Konan Bédié perd son âme et Laurent Gbagbo ne se présentait pas, lui aussi non plus il va pas se présenter. Et d'autant que véritablement il est beaucoup plus âgé que Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié il n'est plus, Laurent Gbagbo il n'est pas sur la liste électorale. Ben, qu'est-ce qui oblige aujourd'hui Alassane Ouattara à se présenter pour une candidature? C'est vrai qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature, le Congrès ne l'a pas encore fait. Mais tout porte à croire et lors des dernières déclarations de ses partisans à Yopougon ce samedi, ils ont eu, c'est leur candidat, c'est leur Cristiano Ronaldo. Personne ne va pouvoir le remplacer. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'Alassane Ouattara, il a joué avec tout le monde, il a toujours été roublard, il n'a jamais accepté participer à des élections avec des candidats ténors. C'est toujours des menus frétins qu'il prend pour aller aux élections pour pouvoir d'ailleurs les gagner de manière frauduleuse pour moi. Donc, il va toujours continuer sur la même lancée pour faire 20 ans au pouvoir, alors que dans d'autres pays, les gens font 10 ans, ils ont déjà réalisé plein de choses. Lui qui est venu hier a dit non, on ne peut pas faire plus de 2 mandats au pouvoir. Il a insisté là-dessus. Aujourd'hui, il est en train de guetter le 4e mandat. Vraiment, je me dis, le monsieur, il n'a pas de mémoire. J'entends ça et là qu'une élection, ou cette élection se doit d'être inclusive. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une élection, par essence, ne peut jamais être inclusive. Pourquoi? Mais parce que l'élection est une compétition. Et une compétition, elle est exclusive. Elle vous sort quand vous ne remplissez pas les conditions de la compétition. Quand le législateur dit il faut avoir 18 ans pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui en a 17 exclu. Quand le législateur dit qu'il faut être ivoirien pour être inscrit sur la liste électorale, mais celui qui n'est pas ivoirien est exclu. Quand le législateur dit qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques, quand vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, mais vous êtes exclu. Donc aucune élection, M. Diaby, dans le monde entier, est inclusive. D'ailleurs, je vais vous expliquer que cette notion, elle est venue il y a 20 ans, elle vient des organisations internationales qui, en son temps, avaient considéré que certains citoyens, bien que jouissant de leurs droits civils et politiques et remplissant toutes les conditions pour exercer leurs droits civils et politiques, ne le faisant, il fallait les intégrer. Il s'agissait de nos parents handicapés, les malvoyants, les malentendants et ceux qui ont une mobilité réduite. Mais voilà des citoyens. Le code ne dit pas que parce qu'on ne voit pas qu'on ne peut pas être électeur. Le code ne dit pas parce qu'on ne parle pas on ne peut pas être électeur. Le code ne dit pas parce qu'on est handicapé physique, la mobilité réduite qu'on ne peut pas être électeur. Alors mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou bien on ne donne pas la possibilité à ces personnes d'exercer leurs droits civils et politiques? Ce faisant, la communauté internationale a donc demandé à ce que ces personnes soient intégrées au système électoral. C'est-à-dire que quand on fait nos bureaux de vote, il faut tenir compte de ceux qui sont handicapés. Quand on édite nos bulletins, il faut faire de sorte que les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ont un handicap quelconque, les empêchant de voir la situation normale, de pouvoir exercer ce droit. C'est donc ça l'inclusion. C'est ça l'inclusion. Leur intégration dans le processus électoral a été appelée l'inclusion de ces personnes. Mais aujourd'hui, de là à étendre cette inclusion aux personnes décalées parce que ne respectant pas les dispositions du code électoral, il y a un grand pas.
Il n'y a aucune élection qui soit inclusive. Par principe, l'élection est exclusive. Nous savons que lorsque vous êtes au pouvoir et que les institutions qui jouent le rôle d'arbitrage en ce qui concerne dans les élections, on a tendance à dire que ces institutions-là sont pratiquement inféodées donc au parti au pouvoir, ce que personne ne démentirait pas. Donc je pense que l'Union africaine l'a dit, mais nous attendons de voir. Moi, j'accorde le bénéfice du doute à cette institution-là, mais ce qui est évident, c'est que tout le monde sait que il lui serait difficile aujourd'hui de faire intégrer ces grands ténors qui sont écartés sur la liste électorale, dont nous ne pouvons plus faire acte de candidature de ces élections-là. Parce qu'il y a eu la question judiciaire qui est passée par là. La question politique, beaucoup n'en ont pas parlé, même si c'est le souhait aujourd'hui de ces partis politiques-là. Il n'est pas évident qu'ils puissent donc arriver à pouvoir les intégrer avec la décision politique. Maintenant, la décision institutionnelle que vient jouer aujourd'hui l'Union africaine, est-ce que ça portera ses fruits? L'on n'en sait rien, mais moi, je les accorde le bénéfice du doute. Quand il y a des problèmes dans le pays, ce qui est normal, c'est que vous vous asseyez autour d'une table en personne intelligente et puis vous en discutez. Et heureusement pour Alassane Ouattara que c'est son opposition aujourd'hui qui demande le dialogue. Normalement, c'est à eux d'accepter et puis d'aller à une table de discussion et là, on va pouvoir participer à une élection assez crédible. Est-ce que c'est une question d'opposition ou de pouvoir qui doit accepter, qui ne doit pas accepter? Bien sûr, si votre opposition est de bonne foi et dit que non, telle que la situation se présente, allons à une discussion. Discutons de la situation et puis résolvons le problème. En position de faiblesse. Écoutez, tant bien même Laurent Gbagbo était à la CPI, les dernières élections que Gbagbo n'a pas participé, il y a eu des morts. En 2015, il y avait eu pratiquement 18 morts. En 2020, il y avait eu pratiquement 85 morts. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui, pendant que la situation est encore beaucoup plus délétère, qu'il n'y aura pas encore de morts? Donc, à chaque moment, on va marcher dans le sang pour pouvoir rester au pouvoir? Non. C'est ce que Gbagbo, quand il était au pouvoir, a voulu éviter et a évité lors des premières élections en acceptant le dialogue conduit par l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Et ça a permis aux Ivoiriens d'aller à des élections apaisées, même si après, en 2010, ouais, il y a eu une crise qui ne dit pas son nom. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas encore appris, surtout le régime en place actuel, qui a eu à vivre un certain nombre de choses, qui a mené une rébellion armée contre Gbagbo, n'a pas encore appris. Je rappelle que le régime n'avait pas mené des rébellions. Pardon, c'est le régime. S'il vous plaît. Parce que il ne faut pas quand même. Non, moi je suis factuel. Je suis factuel. Justement, celui-là qui a conduit la rébellion, Guillaume Soro. Guillaume Soro, il a été premier ministre d'Alassane Ouattara, non? Je rappelle qu'il a été proche de Gbagbo aussi. Il était proche de Gbagbo. Il a démissionné du gouvernement de Gbagbo, dont il était premier ministre. Il était devenu premier ministre de Alassane Ouattara, il était devenu président de l'Assemblée nationale et on a écouté ce que Guillaume Soro lui-même il a eu à dire par rapport au financement de la rébellion. Guillaume Soro, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de sous. C'était juste un jeune étudiant qui a conduit une rébellion et tout. Qui finançait cette rébellion-là? Donc, si aujourd'hui, ce régime-là n'arrive pas à prendre de ce qui s'est passé et veut encore passer dans le sang pour pouvoir rester au pouvoir, ça pose problème. Alors, quel doit être le rôle de l'Union africaine? Le rôle de l'Union africaine doit être d'inciter les deux parties au dialogue. Discuter aussi une ingérence dans les affaires pas du tout. Internes des pays. Non, les accords supranationaux, ça prime quand même sur la loi nationale. Et si la vie des citoyens doit être engagée, mieux vaut discuter, aller à une solution collégiale. Et puis là, on va pouvoir participer à des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais si on veut juste te targuer sur le fait que nous on a une loi à respecter, encore quelle loi d'ailleurs? Si la loi électorale exige que vous devez faire la révision de la liste électorale chaque année et que soudainement vous dites que non, cette année vous n'allez pas le faire et même si vous devez le faire, ce sera après les élections d'octobre 2025, ça pose problème. Donc, le mieux pour l'Union africaine aujourd'hui, c'est d'inciter quand même les deux parties à aller au dialogue et de souffler sur la braise pour que les citoyens ivoiriens ne perdent pas la vie lors de ces prochaines élections. Si on peut préserver la vie des Ivoiriens en état hors calendrier, où est le problème? Le plus important est que les acteurs politiques soient mis d'accord ou bien soient d'accord par rapport au nouveau calendrier qui sera élaboré. Donc, pour moi, le plus important, c'est ça. Si vous écartez des gens, l'Union africaine même, je ne sais pas... Le manque de crédibilité,
toujours dans l'accompagnement de leurs compagnons, de leurs amis, moi ça me pose un problème. Parce que vous avez la Cour de justice de l'Union africaine, je venais de le dire, a rendu une décision. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette décision-là? On bat ça en brèche et aujourd'hui on dit on va accompagner le processus électoral. Quel accompagnement? C'est juste déléguer des observateurs internationaux qui vont venir dire que non, les élections ont été bien faites, malgré quelques irrégularités relevées de part et d'autre. Cela n'est pas de nature à entacher la crédibilité des élections. C'est ce qu'ils vont faire. Et la CEDEAO, l'Union africaine, même l'ONU est dans cette logique-là. On va où? Merci.